Alors, donc la question c'est, est-ce que la réforme, c'est vraiment... Donc, je parlais d'une réforme des coefficients de réévaluation du capital investi. Et la question de monsieur, c'est est-ce que la réforme est vraiment un progrès pour le bailleur dans le sens où il pouvait faire appel jusqu'ici au calcul d'une valeur de référence basée sur le marché, en valeur marchande comparable, et qui pourra toujours le faire dans le futur et que ça sera toujours plus intéressant qu'une réévaluation du capital investi. Alors, ce qui est prévu avec la réforme, c'est que ça soit de moins en moins possible de faire ce calcul basé sur la valeur marchande, parce qu'il faudra que le propriétaire prouve qu'il ne peut pas démontrer l'achat du logement. Évidemment, s'il a une preuve d'achat du logement, il doit la fournir. Et dans le cas général, on a toujours un acte de propriété sur lequel on est capable d'avoir une valeur. Donc jusqu'ici, il était possible de ne pas vouloir la montrer. Dans le futur, ce sera obligatoire et donc il faudra qu'il fasse démonstration qu'il ne peut pas fournir l'acte notarié. Donc ça sera, à mon avis, beaucoup moins fréquent qu'actuellement. Est-ce que ça répond à votre question? Parce qu'en théorie, tout le monde devrait avoir un acte notarié sur une propriété. Monsieur? Allô? Oui, on m'entend? Non? Oui? Oui, je comprends. Oui, d'accord. J'ai d'abord une question de détail un peu par rapport au dernier exposé. Je crois que la commission mixte locataire, elle a bien été introduite dans une loi, mais que les arrêtés d'application ne sont toujours pas là et que plutôt le monde immobilier est plutôt très opposé à ce qu'elle s'installe. Donc, c'est un petit détail, mais donc voilà, il ne faut pas dire ce qui existe déjà quand ça n'existe pas encore dans les faits. Enfin, c'est un détail. Une question beaucoup plus fondamentale et qui s'applique à peu près aux trois intervenants. Je vais donner un exemple très simple qui n'est pas une exception. Donc, il y a une plainte qui s'appelle la place Marie-Janson à Bruxelles, ici, où il y a un très bel immeuble d'origine de 24 appartements. Et donc, il y a une société immobilière, entre parenthèses, française, mais enfin, en soi, enfin, c'est significatif parce que la France a investi énormément en Belgique, mais donc, voilà, qui a racheté tout l'immeuble et qui a fait une proposition aux locataires qui occupaient l'immeuble de 24 appartements en disant, voilà, vous pouvez racheter votre appartement à 300 000 euros, l'appartement qui était tous dans un assez mauvais état parce que c'est un très grand propriétaire Saint-Gillois qui est décédé il y a 3 ans, qui depuis longtemps ne faisait plus grande rénovation et les enfants n'ont fait aucune rénovation et ont juste profité de l'offre qu'on lui faisait. Et on le comprend quelque part. Mais donc, voilà, donc les gens pouvaient acheter leur appartement à 300 000 euros avant les travaux. Donc, ils seraient associés à tous les travaux de rénovation, d'isolation et patati et patata. Donc, probablement au moins pour 200 000 euros encore d'investissement. Et les gens qui voulaient rester locataires, ils les avertissaient que leur loyer, qui était en règle générale, d'après l'âge des locataires qui étaient dans l'immeuble, de 650 à 750, 800 euros pour les 2 chambres. Et donc, les loyers passaient à 1700, 1800 euros. C'était ce qu'il annonçait. Conclusion, tout le monde est parti, évidemment, à la recherche d'un nouveau logement. Et donc, il y a cette question fondamentale. Si effectivement, toutes les rénovations par rapport au climat, si on peut, c'est un investissement évidemment fort, mais si on peut intégralement le reporter sur le locataire, ben, 40% de la population bruxelloise peut aller habiter, je ne sais pas moi, à Charleroi, ou je ne sais pas où, hein, mais enfin voilà. Donc, je connais personnellement 3 personnes qui habitaient dans cet immeuble et qui n'ont rien trouvé, notamment une maman avec 2 enfants, ménage, donc, comment est-ce qu'on dit, solitaire ou unifamilial, le terme exact, donc qui ne pouvait pas s'en sortir. Et pourtant, elle travaille, elle a un contrat à durée indéterminée
Et à Saint-Gilles, ça c'est clair qu'il n'a rien trouvé. Et finalement, il est allé habiter pour l'instant en colocation chez un ami. Voilà. Je crois que ça, c'est le vrai problème de Bruxelles et apparemment des autres pays aussi. Hein. Oui, je vois que Mathieu veut répondre. Oui, alors peut-être, en tout cas dans le modèle suisse, donc la question des améliorations énergétiques, on va être donc dans un... Enfin, je vais reprendre, je vais séquencer. Le fait du changement de propriétaire ne va pas faire naître nécessairement un nouveau bail, dans le modèle suisse en tout cas. Vous allez simplement avoir un changement, un avenant, mais si vous voulez, vous n'avez pas la nouvelle fixation d'un loyer initial. Donc on reste dans la logique de la méthode relative, qui est de dire qu'on va adapter le loyer uniquement si il y a des facteurs relatifs qui ont évolué. Parmi ces facteurs relatifs, il y a la question de la prestation supplémentaire du bailleur. Donc là, en l'occurrence, dans l'exemple que vous mentionnez, une rénovation lourde. Dans le cadre de la rénovation lourde, le modèle suisse prévoit que les améliorations énergétiques, elles peuvent être entièrement répercutées comme des nouveaux fonds propres, investis finalement, comme vraiment du capital investi dans cet appartement, mais uniquement pour la part qui excède les coûts de rétablissement ou de maintien de l'état initial de la chose louée. Donc si vous avez un immeuble qui est devenu vétuste parce que rien n'a été fait depuis 50 ans, et puis que subitement on investit des millions dans l'immeuble, non seulement pour le rafraîchir, le maintenir en état, mais également pour des améliorations énergétiques. Dans le modèle suisse, vos améliorations énergétiques, elles peuvent être reportées, mais uniquement pour ce qui est vraiment qui excède l'entretien usuel. Le reste est couvert par le loyer qui a été fixé, le loyer initial. Donc la hausse de loyer, il y aura une hausse de loyer, ça semble indéniable, mais dans une proportion qui n'est pas la répercussion de l'entier des travaux effectués sur l'immeuble dès le moment où ceux-ci comprennent une partie de maintien en état de la chose louée. Et puis ensuite, il y a la possibilité de contester cette hausse, en Suisse en tout cas, avec l'intervention d'un calcul de rendement, de dire, voilà, est-ce que sur les fonds investis initialement, est-ce qu'on peut les déterminer, est-ce qu'on ne peut pas les déterminer, est-ce qu'on se base simplement voilà, sur la dernière transaction immobilière concernant ce bien, est-ce que par rapport aux fonds propres investis, on procure un rendement excessif ou pas? Il y a notre revenu aussi. On est sur la double peine. Ce sera le pire cas possible puisqu'on aura un changement de propriétaire, donc une très forte réévaluation du capital investi. Et on aura des travaux de rénovation qui s'impliquent, qui sont entièrement répercutés sur le capital investi. Donc on aura très probablement une très très forte augmentation du loyer demandé. Et ce sera très compliqué à contester, en l'occurrence, devant la commission des loyers, puisque ça sera totalement justifié d'un point de vue légal. Et c'est un très très gros problème à Luxembourg-Ville en particulier, qui est un peu atténué par le fait qu'en réalité, les rendements locatifs ne seront jamais atteints au maximum. On n'atteindra jamais les 5% de capital investi. Donc le loyer, il reste quand même dans des limites raisonnables, qui est ce que les locataires peuvent payer. Et ça, c'est en dessous de 5%. Erdem et Charlotte. Donc moi j'ai deux questions et puis une réflexion plus large. Alors d'abord une question relative à la Suisse. Vous avez parlé à Genève d'un dispositif de contrôle des loyers après rénovation. Est-ce que c'est ce dont on vient de discuter maintenant ou bien est-ce que c'est quelque chose d'un peu plus précis? J'aurais bien aimé vous entendre un peu plus là-dessus. Alors une question pour Madame de Lupsy. Alors au-delà du fait que je partage pas tout à fait votre analyse, ça vous étonne peut-être pas, mais voilà, moi, il me semble que l'équation offre-demande égale explosion des prix, ça me semble un peu simpliste. Mais voilà, je me demandais, surtout par rapport à ce que vous disiez sur le pourcentage, le rapport 60%, 40%, vous semblez dire que c'est un rapport qui est en train de changer, mais moi, depuis que je travaille les questions de logement, c'est ce rapport-là que j'ai en tête à Bruxelles. Pour moi, il a toujours été de l'ordre, enfin toujours, peut-être pas, mais depuis de nombreuses années, de l'ordre de 60% de locataires, 40% de propriétaires. Donc, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est en train de changer? Donc, voilà, c'était cette question-là. Et alors, comme ça, je suis courte et je termine. J'ai une réflexion plus globale sur, pour le point de vue du locataire,
Moi, il me semble quand même, dans toutes les interventions qu'on a entendues aujourd'hui, j'ai l'impression que tant qu'on reste dans quelque chose d'individuel, où on demande aux locataires de faire la démarche de défendre ses droits, on va rester dans quelque chose de l'ordre du pansement. J'ai l'impression que c'est quand même un peu les pouvoirs publics et politiques qui se défaussent de leurs responsabilités et qui transfèrent leurs responsabilités sur le locataire, quoi. Voilà, ça c'est une réflexion un peu plus globale. Je pose déjà les questions. Mais la première, c'est un peu une réflexion qui rejoint ce que Charlotte disait. Je pense qu'il y a deux éléments. C'est comment définir un loyer initial par rapport à l'investissement consenti ou à des valeurs références. C'est encore débat. Et alors, il y a la deuxième question fondamentale où il y a quand même des éléments qui me semblent intéressants dans les modèles suisses, principalement suisses, je pense. C'est qu'on peut quand même, outre le fait de savoir si le loyer initial est correct ou pas, de dire en fonction d'un bail antérieur, s'il y a vraiment une réévaluation très forte sans qu'il y ait de travaux. En fait, ce qui manque aujourd'hui pour le cas bruxellois, c'est de dire qu'il n'y a que les baux courts où théoriquement on peut se baser sur la valeur antérieure d'un bail de moins de 3 ans pour limiter la croissance entre deux baux. Et je pense que ça, c'est une question fondamentale, c'est à dire comment est-ce qu'on évite, quel que soit le modèle, via l'indexation automatique ou non des loyers, de dire comment est-ce qu'on limite l'augmentation d'une valeur référence dans le temps sans qu'il y ait investissement et comment on se donne les moyens de contrôler ça entre deux locations. Au-delà même du fait de qu'est-ce qu'un loyer juste, je pense que ça, c'est fondamental. Et pour revenir à la question du loyer juste, ça c'est une question, mais qui est posée un peu aux trois intervenants. Moi, la réflexion que je me fais depuis longtemps, c'est que le problème, c'est pas la création de logements, en fait. Enfin, en termes d'offres et de demande, peut-être oui, ça c'est encore à discuter, mais la définition d'un loyer juste, ce qui pose problème aujourd'hui dans des villes où la majeure partie du parc est amorti, parce que ne changeant pas de main et parce que n'étant pas nouveau, en fait, on aligne des prix de location sur des valeurs fictives qui reflètent le marché, qui sont tirés à la hausse par des prix de construction neufs, alors que la majeure partie du parc est amortie depuis longtemps. Et d'ailleurs, je ne sais plus c'était dans quel modèle, c'était au Luxembourg ou en Suisse, en Suisse, pardon, j'ai bien noté, on a porté en fait à 100% le taux de renchérissement du capital investi, alors qu'avant il était à 40%. Et ça, justement, pour éviter que des logements qui sont sur le marché depuis trop longtemps et qui n'ont pas suivi le coût à la hausse de la vie à cause de l'indexation, etc., parce qu'il y avait des limitations, puissent rejoindre d'une certaine façon le prix qu'on pratique aujourd'hui dans les nouveaux logements. Donc, je pense qu'il faut aussi des mesures qui sont ciblées en termes de capital investi par rapport à ce qui est neuf et par rapport à ce qui est ancien et qui n'a pas changé de main. À la limite, qu'on contracte un crédit pour acheter un logement existant et qu'on se dise, quand on le met en location, on a quand même investi quelque chose. Mais un logement qui appartient à quelqu'un depuis 30, 40, 50 ans, il est amorti. On estime que l'amortissement d'un logement, c'est 30 à 33 ans. Là, en fait, c'est comment on fait pour définir une valeur qui ne suive pas absolument le marché. Parce que, d'autant que dans la majeure partie des cas, il n'y a pas non seulement d'investissement, de gros travaux de rénovation, mais il n'y a même pas de menu entretien, ou très peu. Et donc, ça, je pense que c'est la question fondamentale, parce qu'à la limite, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'analyse de l'UPSI, il y a au moins quelque chose sur lequel je peux le rejoindre, c'est que quand on est dans un système économique donné, on a un coût de production de logement à plus ou moins 3 500 € le mètre carré, effectivement, on ne sait pas faire des logements abordables. Voilà, ça, c'est constaté. Mais la production neuve, ça représente 3 000 logements maximum par an, alors qu'on est sur un parc qui compte 570 000 logements à Bruxelles. Et les échanges, en fait, les nouveaux actes notariés, je pense que c'est 12 000 par an. Donc, ça veut dire que 95% du parc, en fait, ne change pas de main et n'a pas changé de main depuis la nuit des temps. Et donc, ça, c'est vraiment, je pense, et ça, je voudrais bien vous entendre sur quelle distinction on fait sur le parc nouveau et le parc ancien. Merci. Commencer avec vous sur les deux questions, alors. D'accord. Moi, clairement, sur cette dernière question, on touche exactement l'essence du modèle luxembourgeois. C'est-à-dire l'idée, c'était justement d'éviter que des gens puissent rentabiliser leur investissement pendant 50, 60 ans, de la même manière qu'ils le faisaient au tout début. Donc, je pense que c'était l'idée du modèle. Après, je ne vous cache pas que ça pose quand même... Alors, d'abord, ça pose une question sur est-ce que c'est l'ancienneté d'occupation du logement qui compte ou l'âge du bâtiment. Au Luxembourg, on a fait le choix de centrer l'analyse sur la durée d'occupation et pas sur l'âge du bâtiment.
Peut-être qu'il faudrait aussi faire une réflexion plus large sur l'âge du bâtiment. Seul petit bémol, au Luxembourg, c'est quand même intéressant de maintenir en état le logement. Le menu entretien, il est vraiment valorisé parce qu'il permet d'éviter la décote et c'est vraiment significatif en termes d'intérêt pour le bailleur. Donc, il va au moins s'arranger pour faire une petite mise à frais de temps en temps. Ça lui coûtera pas très cher, mais ça évitera vraiment la décote. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, ce qui me paraît par contre vraiment très important, c'est qu'est-ce qui se passe si l'investissement a été rentabilisé et qu'au bout de 30 ans, le propriétaire se dit bon, qu'est-ce que j'en fais de ce bien? Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé au Luxembourg? On a eu énormément ces dernières années de transactions blanches. Des gens qui ont acheté et vendu en même temps des logements. Ils ont vendu le bien qu'ils détenaient depuis des générations, ils ont acheté un autre à la même valeur. Et du coup, ils ont pu repartir complètement avec un nouveau capital investi. Et on a même vu, pour être tout à fait honnête, des échanges de logements entre propriétaires bailleurs qui ont décidé de remettre à zéro le capital investi sur des logements dans un même bâtiment. Donc, c'est extrêmement compliqué d'éviter ces effets pervers qui sont légaux. Là, il n'y avait aucune possibilité légale de contester cette décision de vendre et d'acheter. Donc, c'est très, très compliqué. Hein. Là, j'avoue. Si un investissement ne devient plus rentable, on va trouver un autre investissement qui sera légal, rentable et qui posera malheureusement les mêmes problèmes sur le marché immobilier, puisque les locataires qui se sont retrouvés dans ces deux logements échangés, ils ont payé plein pot. Et peut-être ils ont même payé plus cher que s'il n'y avait pas eu ces transactions blanches. Oui, je veux bien répondre à votre constatation. C'est qu'il ne s'agit pas en effet d'un nouvel élément, mais il s'agit d'un nouvel élément, point de vue élément attractif pour l'investissement en immobilier résidentiel par rapport à d'autres sortes d'immobilier. Donc, ça joue en faveur de est-ce qu'on doit choisir entre un investissement dans un parc immobilier résidentiel ou un parc industriel. Et cet élément-là du marché a joué en faveur de la création de fonds et pour investissement dans de l'immobilier résidentiel. Je ne sais pas si vous voulez Ah, enchaîner sur les non. questions par rapport à la demande de Charlotte sur. Ça va. Donc, on peut passer alors chez Mathieu et Pauline, là, si vous voulez réagir sur ce qui vient d'être. Je ne sais pas si Pauline, tu veux dire un mot sur le modèle genevois pour commencer. Oui, et voilà. puis, ouais. Ouais, et puis après, ouais. Donc, par rapport à la première question qui avait été posée sur les méthodes qui ont été introduites dans les cantons de Genève et puis de Bâle-Ville sur les contrôles de loyer après rénovation. Donc là, je réponds volontiers. C'est donc Bâle-Ville et puis Genève, ce sont deux cantons où il y a vraiment une forte part de locataires. On atteint les 80% de locataires. Et dans ces deux cantons, on a des mécanismes qui ont été mis en place pour contrôler justement les loyers après rénovation. À Genève, il y a le mécanisme qui a été adopté en 1983 déjà, avec une loi sur les démolitions, transformations et rénovations, la LDTR. Et puis, ce mécanisme permet aux locataires de rester dans leurs appartements à des conditions abordables après des travaux de rénovation. C'est l'administration du canton de Genève, justement, qui a amené à faire ces contrôles et puis à plafonner l'augmentation des loyers pendant un certain laps de temps après rénovation. Et puis, le canton de Bâle-Ville a introduit un mécanisme similaire. Donc, je ne peux pas vraiment aller plus dans les détails, mais en tout cas, c'est un système qui a fait ses preuves. Et puis, c'est un système qu'on espère pouvoir introduire dans d'autres régions en Suisse, voire à l'ensemble du pays. Mathieu, je te donne la parole. Volontiers peut-être sur cette question de comment on traite différemment, enfin comment on traite des immeubles anciens ou nouveaux. Donc en Suisse, au contraire du coup du Luxembourg, ce qui est déterminant, c'est l'âge de l'immeuble.
pas la durée d'occupation. Et puis, alors c'est un élément que je n'ai pas traité dans mon exposé qui a son importance, disons, mais qui entre dans un degré de complexité encore, qui en remet encore une couche, la question des loyers du quartier, qui est un autre critère absolu de fixation du loyer. Donc, c'est les deux critères, le critère du rendement et le critère des loyers du quartier. Et puis, on va avoir pour les immeubles qui ont plus de 30 ans, la faculté, et parce qu'on part du principe qu'après 30 ans, les bailleurs n'ont pas forcément encore en leur possession toutes les pièces qui reflètent la réalité économique au moment de l'acquisition du terrain, de la construction, ou bien même de l'acquisition de l'immeuble. Donc pour ces vieux immeubles, on va en fait procéder par mécanisme complètement inverse, qui est de se baser sur les loyers du quartier pour en déduire un investissement fictif initial sur lequel on va calculer le rendement admissible. Donc en fait, vous avez des mécanismes de... Alors ça, bien évidemment, c'est un point de vue locataire, le point de vue bailleur est vraisemblablement différent ou plus nuancé, mais du point de vue des locataires, c'est des spirales à la hausse. Donc c'est clair que vous avez en fait par quartier des loyers qui sont hauts, qui viennent justifier des nouveaux loyers tout aussi hauts, voire un petit peu plus hauts, qui à leur tour justifieront des nouveaux loyers un peu plus hauts, et puis ça ne s'arrête jamais. C'est d'ailleurs le critère qui est le plus fréquemment utilisé au moment d'un passage d'un locataire à l'autre, généralement avec une hausse de 9,5% pour être en dessous des 10% qui ouvre la voie de la contestation. Et puis en fait, ce grand écart que Pauline évoquait entre l'évolution des loyers et puis l'évolution globale du coût de la vie en Suisse trouve notamment son explication dans les modifications de loyers initiaux sans aucune intervention, sans aucun travaux à plus-value entre les deux locataires, mais simplement une hausse pour refléter les loyers du quartier dans une proportion en dessous de la faculté de contester du locataire. Et puis voilà, le système finalement l'accepte. Cette tension entre deux critères, entre un loyer fondé sur les coûts et puis un loyer comparatif quelque part, ces deux critères ont quelque chose d'antinomique, mais ils coexistent au sein d'un même système qui est aussi le fruit d'une construction un peu erratique de la chose. Enfin, c'est un droit qui a évolué, qui fait suite à des mécanismes de protection qui avaient été promulgués par voie d'ordonnance. Enfin voilà, on a un peu bricolé, et puis on se retrouve avec un droit du bail actuel, où là on rejoint absolument le constat luxembourgeois qui est en fait impossible à réformer de fond en comble. Les intérêts sont trop antagonistes pour arriver à des solutions qui sont susceptibles de générer des majorités. Donc ça va partir en initiative, en référendum. Enfin, ça va être très très compliqué de réformer ce droit du bail, mais avec des critères justement qui coexistent et puis qui sont antinomiques, qui ne sont pas faits pour fonctionner ensemble, avec des résultats qui sont parfois un peu surprenants. Merci. On peut encore y aller avec 2-3 questions. Ouais. Mais du coup, moi, ma question, c'est est-ce qu'il existe, enfin, c'est très complexe parce qu'il y a plein de données et on voit qu'à chaque fois qu'on bouge quelque chose, ça bouge dans tous les sens. Est-ce qu'il existe des projets de matrice un peu où on peut introduire différents critères et, enfin, plutôt en tant que chercheur, est-ce qu'il y a, nous qui voulons réfléchir à cette problématique de l'encadrement des loyers ici, pour essayer de voir un peu des modèles pour éviter des effets pervers comme on le voit effectivement où les intérêts baissent. Enfin, il y a tellement, enfin moi je ne suis pas du tout mathématicien ni économiste, mais on voit que c'est plein de données. Et en fait, du coup, comment est-ce qu'on peut trouver un peu le modèle idéal? Ça, c'est ma question. C'est du coup, est-ce qu'il existe déjà des recherches qui sont plus prospectives sur voir un peu, bah tiens, quand on bouge telle et telle donnée, tel et tel critère, qu'est-ce que ça a comme effet? Mais ce que je me rends compte aussi, c'est peut-être qu'il faut travailler sur l'encadrement des ventes et achats. En fait, c'est aussi revoir la fiscalité. Parce que je me dis, quelqu'un qui a acheté un logement qui a 30 ans, donc il a remboursé, voilà, je sais pas, de 10 ou 15 ans après, ou 20 ans. Ensuite, c'est du pur bénéf. Et puis, il le revend sur le prix maintenant actuel du marché immobilier à Bruxelles. Il fait encore une plus-value de je ne sais pas combien par rapport à ce logement. Il y a une taxation qui est très faible en tout cas des plus-values immobilières, je pense. C'est vraiment banco, quoi. Enfin, et ça, je veux dire, on peut quand même être tous d'accord qu'il faut un peu encadrer ça pour éviter des rendements qui sont démesurés et qui, en fait, tirent tout vers le haut.
Du coup, est-ce qu'il y a aussi une réflexion sur l'encadrement des ventes qui se fait au niveau suisse et voilà, une fiscalité, enfin en tout cas un encadrement et quelle est la position de l'UPSI par rapport à ça? Voilà, c'était une question, réflexion. Ouais, j'en profite. Juste la question du PEB, alors évidemment, c'est aussi un critère qui est donc la performance énergétique des bâtiments, hein, qui est très différente dans les régions chez nous en Belgique, mais enfin, je suppose que en Suisse et au Grand-Duché Luxembourg, je ne sais pas si ça existe, mais donc c'est la limitation en termes de qualité énergétique du bâtiment. Et chez nous, par exemple, avec un niveau PEB le plus mauvais, à un moment donné, il y aura interdiction effectivement de la mise en location. Et donc, quels vont être en fait à votre avis, en tout cas, la position des bailleurs? Est-ce que ça va être une rénovation? Enfin, on est sur la question de l'encadrement du loyer. Et est-ce que cette remise à niveau, est-ce qu'on peut considérer à un moment donné que le locataire a déjà souffert suffisamment de temps, entre guillemets, sur un logement de mauvaise qualité avec des charges énergétiques supérieures à la moyenne, que pour dire à un moment donné qu'on n'est pas dans une rénovation lourde avec augmentation de loyer, mais juste sur une remise à niveau? Et donc, voilà, est-ce que c'est un critère qu'on pourrait envisager en matière de rénovation, donc, ou sur lequel on ne pourrait pas attaquer le montant des loyers, enfin augmenter le montant des loyers? Qui veut commencer par répondre sur ces 3 points-là? Je reconnais que c'est très intéressant d'un point de vue recherche de s'intéresser à ces différents modèles. On avait dans l'Observatoire de l'habitat aussi pas mal travaillé sur des modèles alternatifs, plutôt des modèles de loyer à points, comme vous avez eu déjà une présentation assez similaire, comme il existe par exemple aux Pays-Bas. On avait trouvé ça extrêmement intéressant. Et ensuite, on s'est dit, qu'est-ce qui se passerait si on l'appliquait à Luxembourg? Et là, on s'est dit, ça ne va pas aller. Parce qu'il y a une composante qu'on a été obligé de prendre en compte, et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, c'est l'histoire. L'histoire, elle compte beaucoup, et je pense qu'un système est très inerte. Une fois qu'on est rentré dans un système comme ça, le perturber totalement, ça remettrait en cause des équilibres, non seulement politiques, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai, mais je pense que c'est au-delà, ça remettrait en cause même, je dirais, la sécurité des locataires et des bailleurs dans leur situation. En l'occurrence, on s'est rendu compte qu'un système de loyer à points, ça aurait sur pas mal de logements comme conséquence d'augmenter nettement les loyers qui seraient demandés aux locataires. Donc on aurait aussi des effets pervers qui seraient très compliqués. Donc on en est arrivé à la conclusion qu'on ne devait pas trop bouger le système et que c'était presque le paramètre principal à prendre en compte. Modifier le système à la marge pour qu'il fonctionne mieux, mais garder le système tel qu'il est. C'est malheureux. Et peut-être que si le Luxembourg avait fait un autre choix initial d'un loyer à points, on avait peut-être plus de manœuvres pour le modifier. Mais là, on est arrivé à un point où modifier le système entièrement, ce serait trop coûteux. Et je pense que ça ne générerait pas de consensus, ni d'accord des bailleurs et des locataires. Voilà, donc c'est un cas particulier. C'est pas le cas dans tous les systèmes, mais dans le système locatif, j'ai peur que l'histoire compte presque plus que tout le reste. Et puis pour la rénovation énergétique, alors au Luxembourg, on n'est pas du tout parti sur un modèle où des logements de type passoire énergétique ne seraient plus autorisés à la location. On a juste une dégradation potentielle, c'est dans le projet de loi en tout cas, du taux de rendement locatif qui ne serait pas de 3,5%, mais seulement de 3%. Et on avait fait des calculs, je pense que ça ne serait pas suffisant pour justifier du point de vue du bailleur un investissement énergétique compte tenu des coûts que ça peut représenter. Et puis par ailleurs, on sait tous que la location, c'est d'abord des appartements, et rénover l'enveloppe corporelle d'un bâtiment à appartement, c'est pas un choix individuel. Et donc, on pense que les effets seront quand même assez réduits de ce point de vue. Oui, je vais peut-être vers une petite demande vers vous. Est-ce que vous avez également étudié les effets aux Pays-Bas sur le marché professionnel de l'immobilier et les investisseurs? Parce que j'ai, en préparation du séminaire d'aujourd'hui, j'ai relu un rapport de la Banque nationale du Pays-Bas qui a donc évalué les effets à long terme étant négatifs pour le marché professionnel de l'immobilier. Je veux dire, on n'a pas vraiment étudié cette question. Ok. On s'était placé beaucoup du côté locataire. Ok. Dans cette
Ok. dans ce projet. Donc vers la Suisse, sur les effets pervers, je ne sais pas si vous avez des... Enfin, ce type d'analyse peut être faite aussi. Alors, il peut être fait, il est pas fait pour l'instant. Pour l'instant, les phénomènes qu'on constate le plus c'est plus de la récolte de données liées à des niveaux de loyer puis des évolutions de loyer. On est plus dans du rétroactif ou dans un état actuel que dans véritablement des recherches prospectives sur des nouveaux modes de fonctionnement. Il faut aussi savoir que la SLOCA suisse, en tant que fêtière d'associations régionales, est relativement jeune. Elle est en phase de développement aussi, mais c'est clairement à terme un champ aussi de pouvoir avoir des économistes qui planchent aussi sur ces modèles-là, qui pourraient être une évolution de l'association pour contribuer au débat. Il faut savoir que la Confédération il y a un office fédéral du logement, mais qui a une posture de quasi-observateur, qui est très très peu impliqué dans des réflexions proactives de révision du système du droit du bail ou du marché du logement en général. Donc ça, c'est pas vraiment on a peu, ou du moins c'est des choses qui sont restées relativement confidentielles si elles existent. Pour ce qui est peut-être juste de mentionner la question pour les logements de très mauvaise qualité sous le plan énergétique, on n'a pas de mécanisme non plus d'interdiction. Ce pas des logements qui deviendraient insalubres ou qui deviendraient interdits à la location s'ils sont de très mauvaise qualité. Ce qui est d'ailleurs très problématique parce que, comme on l'a vu, les charges sont dans les faits mis contractuellement à charge du locataire, donc le locataire va payer les frais de chauffage en particulier, et puis vu qu'il le paye sur la base d'un critère, généralement c'est des systèmes d'acompte, mais on paye des frais effectifs, donc en plus une passoire énergétique va coûter plus cher au locataire parce que les frais de chauffage de son bien vont augmenter. Le mécanisme qu'il aura à sa disposition, c'est toutes les dispositions protectrices sous l'angle des défauts de la chose louée, qui est de dire quand on atteint le stade où les pièces, la température dans une pièce tombe en dessous des 19 ou des 18 degrés, ou bien quand on n'a pas d'eau chaude, ou bien quand enfin, il y a un certain stade où on entre dans le défaut, avec là tout un autre mécanisme de correction des défauts qui va se mettre en place. Et peut-être pour compléter, on voit à nouveau que là, c'est de nouveau aux locataires d'agir en fait pour faire quelque chose. Et puis il nous manque vraiment ce mécanisme un peu collectif en fait, parce que voilà, les locataires parfois ont peur d'agir, ou bien les locataires ne sont simplement pas au courant de leurs droits souvent. Donc ça reste des droits qui sont peu utilisés, en tout cas si on compare ça au nombre de locataires suisses. Ok. Super, oui. Ah oui, vas-y, Carole. Nos amis suisses, en fait, et peut-être aussi le luxembourgeois, finalement, c'est les contestations. Vous avez dit tout à l'heure en Suisse que finalement, il y avait très peu de baux initiaux qui étaient contestés. Vous avez parlé de 0,2%. Et j'aurais voulu savoir, en fait, quand la contestation a lieu, quelle est l'issue, si elle est plutôt favorable au locataire ou pas, et dans quelle proportion, éventuellement au niveau du loyer, si vous avez des chiffres, et un peu en parallèle, voir chez vous voilà, le nombre de contestations qui ont lieu peut-être annuellement, enfin, si ça reste quelque chose de marginal ou pas, et si parfois les issues sont favorables aux locataires. Voilà, ça c'était ma question. On peut peut-être... Thibaut de Menten, loyer négocié, merci à chaque intervenant. On a appris plein de choses, je pense, en tout cas moi aujourd'hui, c'était vraiment passionnant. Et une disposition suisse a attiré mon attention. Je pense que l'intervenant a déjà dit qu'elle était efficace s'agissant de la contestation du loyer initial, mais c'est donc les formes de protection contre les congés que les bailleurs donneraient en représailles à une contestation. Est-ce que cette protection existe aussi à d'autres moments du bail, et jusqu'où est-ce que l'offre une protection, pendant combien de temps? On sait à Bruxelles que c'est une des difficultés majeures, celle-là, par rapport à l'insalubrité, par rapport aux droits existants, c'est bien la peur de perdre le peu qu'on a
qui empêchent les uns les autres de faire valoir leurs droits. Et donc, je pense que c'est très intéressant de pouvoir s'inspirer de cette disposition et de l'insérer le plus rapidement possible dans le Code du logement. Oui, je laisse la parole à la suite alors sur la contestation et la protection des locataires dans le cas de contestation. Volontiers. Alors, peut-être pour commencer par les questions de contestation du loyer initial et d'issue des procédures, il y a des statistiques qui sont... je disais que l'Office fédéral du logement était dans un rôle d'observateur. Alors, c'est un rôle d'observateur, mais c'est un rôle qu'il remplit bien parce qu'il il a des statistiques qui sont détaillées. Si on prend les procédures de conciliation en 2022, sur 541 procédures recensées, on arrive dans 382 cas à un accord. Donc, dans pas loin des 2 tiers, on trouve un accord. Comme mentionné, la procédure de conciliation a un très fort accent informel, personnel et confidentiel. Donc, on n'a pas de statistiques sur le résultat de ces conciliations. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un accord qui est trouvé, mais pour qu'il soit trouvé, selon toute vraisemblance, il est à la baisse par rapport au loyer initial qui avait été fixé, mais dans quelle proportion, c'est difficile à dire. On a sur ces 541, pas d'entente dans 71 cas. Donc voilà, le processus de conciliation fonctionne bien, aussi en raison de la présence de ces assesseurs, qui n'ont pas pour rôle de défendre le locataire ou de défendre le propriétaire, mais de le rendre attentif ou de la rendre attentive à leurs droits. Et puis, est-ce que la proposition est raisonnable ou pas. Donc, c'est un mécanisme qui fonctionne assez bien en termes d'efficacité, de trouver un accord. Maintenant, c'est plus difficile de vous dire à quel point est-ce qu'on on diminue ces loyers initiaux par ce moyen. Et puis, par rapport à la question de la protection contre les congés, elle ne s'applique pas uniquement à la situation de la contestation du loyer initial. C'est vraiment toute procédure qui porte sur le rapport de bail, en fait. Dès que l'élément principal de la contestation, que ça soit du loyer, que ça soit des défauts, que ça soit vraiment tous les éléments couverts par le contrat de bail qui font l'objet d'une procédure, ont pour effet de déclencher cette période de protection qui dure 3 ans. Suite à l'issue de la procédure en question. Elle s'applique pas, la protection tombe notamment pour les motifs de défaut de paiement ou bien en cas de procédure abusive introduite par le locataire. Mais donc le principe, c'est voilà, pendant 3 ans qui suivent l'issue d'une procédure que vous avez engagée contre votre bailleur de bonne foi, sur la base d'un élément de votre contrat de bail, le contrat ne peut pas être résilié pour éviter justement ces congés représailles. C'est l'article, il est dans la présentation sauf erreur, mais le 271A, alinéa 1, lettre E du Code des obligations. Et peut-être encore pour compléter ce point-là, là aussi, on voit qu'il y a des fortes différences régionales pour l'utilisation de ce droit. Donc, dans les grandes villes comme Zurich ou bien Genève, c'est là qu'on a vraiment le plus de cas. Dans des cantons où il y a peu de locataires, là, on a souvent très peu de cas de contestation du loyer initial. Et puis, dans les cantons où on a justement une formule officielle, donc où le propriétaire est obligé d'informer du loyer précédent au moment de la conclusion du bail, là aussi, on a plus de locataires qui sont motivés. C'est une motivation, on va dire, de contester son loyer initial quand on voit qu'il y a eu une augmentation avec le loyer précédent. Et donc, nous aussi, on encourage les cantons, si c'est possible, à introduire cette formule officielle. Et puis, il y a par exemple, l'année passée, un nouveau canton, le canton de Lucerne, qui a adopté cette formule officielle. Et donc, c'est quand même assez réjouissant pour nous. On aimerait bien que ça soit sur l'ensemble du territoire, ce qui n'est malheureusement pas le cas.
Merci. Alors, sur les contestations au Luxembourg, je ne sais pas si vous avez des données. Alors, on n'a pas des données centralisées pour le Luxembourg. Chaque commission des loyers communale fait ses propres statistiques. Donc, j'avais regardé avant de venir les 2 principales zones locatives du pays. On n'a que quelques dizaines de demandes d'intervention de la commission des loyers dans chacune de ces 2 villes par année. Pour le coup, le pouvoir de négociation, il est vraiment du côté du bailleur. Donc, le locataire, il faut vraiment qu'il ait un peu de courage quand même pour aller demander une action auprès de la commission des loyers, pour être tout à fait honnête. La commission des loyers fonctionne plutôt bien quand on fait appel à elle. Dans le cas où on fait appel à elle, par contre, il y a souvent des accords qui sont trouvés, mais qui, pour être honnête, portent souvent sur l'échelonnement de l'augmentation. C'est souvent la décision qui est prise, c'est on accepte le capital investi et donc la fixation du loyer. Par contre, on va demander aux bailleurs d'échelonner l'augmentation sur 2 ans ou 3 ans, plutôt que de la répercuter plein pot. C'est tout ce qui est trouvé comme accord. Voilà, donc c'est souvent un peu limité. Il faut préciser que c'est jamais dans la fixation initiale du montant, mais uniquement ou quasi exclusivement en cas d'augmentation significative du loyer que la commission des loyers va être réclamée, saisie. Oui. J'avais encore une dernière petite question un peu technique à l'UPSI. Moi, il y a une inconnue absolue, en fait, c'est le taux, le rendement locatif. Je trouve que tous les intervenants utilisent des chiffres qui sont différents ou incompréhensibles, même en fait les chercheurs qui effectuent des recherches sur le rendement locatif, notamment pour des pouvoirs publics, parce qu'eux, ils n'ont pas de rendement à faire, mais ils doivent être à l'équilibre quand même. Et c'est très difficile de savoir sur quelle base on parle. Donc, vous parliez de 3 à 4% net et 5 à 6% brut. Mais, donc, je vois plus ou moins entre le net et le brut quelle est la différence, donc quels sont les postes qu'on impute. Mais par contre, moi, l'inconnu, c'est quel est le montant de base dont on part. Est-ce que c'est le prix d'achat nominal, donc vente de gré à gré, par exemple, 200 000 euros, c'est 200 000 euros, ou est-ce qu'on parle d'un pourcentage sur les 200 000 euros, augmenter des frais d'enregistrement, augmenter des frais de notaire, augmenter, donc, total. Si on parle de valeur d'acquisition totale, 3 à 4%, c'est quand même un beau rendement. Parce qu'on. Il me semble. Parce que je sais pas, même les normes CityDev, en fait, en région bruxelloise, les normes CityDev, quand on doit louer un logement qu'on a acheté, un logement conventionné parce qu'on n'est plus dans les conditions, on doit quitter son logement, etc., on demande une dérogation. Pour les logements existants CityDev, le taux de rendement, c'est quand même 4,5%. On peut aller jusqu'à 4,5%. Donc, c'est pas mal, quoi. Et c'est brut. Donc, pour un net à 3 à 4%, je trouve que on peut pas trop se plaindre, quoi. C'est mon appréciation. Oui. On cherchait aussi à voir auprès, si vous avez pu voir avec les membres de l'UPSI, s'il y avait finalement un seuil politique en dessous duquel, là, il y avait finalement ce risque de désinvestissement total. C'est juste peut-être une réflexion par rapport à ça. Un seuil critique, ça dépend fort d'investisseurs à investisseurs. C'est pas que c'est un taux généralisé qui est d'application pour toute la région. Ça dépend de biens immobiliers à biens immobiliers et aussi d'investisseurs à investisseurs. Les chiffres que j'ai retrouvés, c'est des chiffres qui résultent de différentes études récoltées et disponibles, souvent publiées par des agents immobiliers qui font beaucoup de recherches sur le marché immobilier bruxellois. Oui, oui. Mais les investisseurs que j'ai interrogés, ils ont donc répondu dans les pourcentages que j'ai affichés lors de ma présentation. Oui. Moi, je voudrais dire à l'issue de cette journée que donc on voit bien dans quelle mesure le rapport est totalement inégalitaire entre les locataires et les propriétaires. Donc, on est vraiment dans le cas d'une financiarisation du logement où le logement est devenu un bien spéculatif, alors qu'à l'opposé, on a des gens qui doivent vivre, qui doivent se loger, qui doivent
élever leurs enfants, se nourrir, etc. Et donc, ça pose vraiment la question de l'opposition du droit au logement tel qu'inscrit dans la Constitution et le droit des investisseurs à rentabiliser. Et c'est vraiment une question de société. Et c'est une question de société, finalement, qu'on retrouve au Luxembourg, qu'on retrouve en Suisse, qu'on retrouve en Belgique, qu'on retrouve en France. Mais il y a vraiment un gros souci, dans la mesure où les pouvoirs publics ont abandonné à mes yeux, en tout cas en Belgique, ont abandonné leurs responsabilités par rapport au logement public. C'est plus une réflexion qu'une question. Et moi, je me posais une question très précise sur les exemptions de plafonnement de loyer. Il me semble qu'à la fois en Suisse et au Luxembourg, et je pense qu'à Bruxelles, c'est aussi ce qui est en discussion, les logements de luxe sont toujours exemptés. Ici, dans la discussion sur la commission paritaire locative à Bruxelles, si on peut justifier d'un attribut de luxe, enfin, je te regarde Thibault, mais je ne sais plus quels sont les mots exacts, mais voilà, il me semble qu'il y a des exemptions. Moi, il me semble que ce n'est pas une bonne idée parce que du coup, c'est une porte ouverte à ce que les propriétaires bailleurs puissent détourner le système. Enfin, j'ai l'impression que si on veut pouvoir avoir un encadrement ou une régulation des loyers qui soit robuste et qui, voilà, en fait, on doit tous les logements locatifs, peu importe finalement leur qualité, il faut les encadrer. Je me demandais par rapport au Luxembourg, pourquoi est-ce qu'une des réponses n'est pas l'investissement plus massif dans les logements sociaux? Quelle est la réponse des pouvoirs publics par rapport à cette simple question qui serait de dire, bah, en fait, si on veut avoir plus de logements abordables, il faut passer par du public. C'est une réponse assez simple. Et je me dis juste en termes d'investisseurs privés, je pense qu'en Belgique, c'est les contrats de gestion qui sont bloquants. En fait, c'est le fait que c'était de logements publics ne puissent pas avoir accès à des crédits suffisants ou à des capacités d'emprunt pour pouvoir créer du logement. Elles sont contraintes finalement par les pouvoirs publics, j'ai l'impression. Alors qu'en France, mais peut-être je me trompe, il y a une capacité beaucoup plus grande à produire du logement public et social, notamment en lien avec les investisseurs privés. Pourtant, le logement social, c'est quand même, on est garanti de louer son logement à vie. On sait très bien combien ça on va rapporter. Enfin, c'est hyper sécure. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a une telle frilosité? Enfin, je ne comprends pas très bien pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'investissements ou de mécanismes qui permettent d'amener des capitaux privés pour la production de logements publics, même si je ne suis pas forcément pour les PPP. Mais pour l'instant, en fait, on bloque la création de logements publics et du coup, c'est la réponse, c'est le privé qui doit le faire. Bah oui, non, en fait, c'est la question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on ne favorise pas plus de création de logements publics? Et donc, pourquoi est-ce qu'au Luxembourg, ce débat-là n'a pas l'air d'avoir lieu? En tout cas, voilà, une question. Commence du coup par la dernière question. Donc c'est une discussion qui a lieu, mais qui a eu lieu récemment, je dirais depuis 10 ans. Les promoteurs publics ont significativement augmenté leur capacité de construction. Donc on est passé de peut-être 1,5% du stock à presque 2% du stock. C'est un effort considérable, mais on reste très très loin du compte. Donc là, il y a vraiment un effet simplement de rattrapage qui va être lent à se mettre en place. Mais pour vous donner un exemple de la volonté des pouvoirs publics, aujourd'hui, il y a un débat. Bon, comme vous le savez sans doute, on est en phase de crise immobilière, en tout cas au Luxembourg, mais j'imagine que ce n'est pas le cas, c'est le cas dans beaucoup d'endroits. Donc il y a des difficultés et des faillites de la part de pas mal de promoteurs. Et l'État, ou en tout cas le gouvernement, a décidé de racheter une partie des projets qui étaient en cours de construction et de les transformer en logements publics. Pour l'instant, c'est simplement une décision actée, mais ce n'est pas concret. En revanche, je pense que dans les prochaines semaines, prochains mois, ce sera concret et on aura une manière ici de profiter d'une crise pour gonfler un peu le stock de logements publics. C'est pour montrer l'engagement du gouvernement sur cette question. Maintenant, ce sera quelques projets et encore une fois, on sera loin des 20% de logements publics que peuvent avoir certains pays. Mais je pense que c'est une direction dans laquelle le Luxembourg va aller. Ça, c'était pour répondre à cette question. Pour la question des logements de luxe, alors, je pense que la réglementation du droit du bail, elle a été conçue d'abord pour protéger le locataire
Et les pouvoirs publics luxembourgeois se sont dit que les locataires des logements de luxe n'avaient pas besoin d'être protégés. Et donc, les exemptions se justifiaient par le fait que, même si on les avait protégés, de toute façon, du fait de la règle de nullité relative, ils n'auraient jamais réclamé, donc ça ne servait à rien de les protéger. Voilà. Pas de plainte, pas de réglementation, pas de... Voilà. Donc, je pense que c'est... là où c'est dommage, c'est que le logement de luxe se justifie justement parce qu'il est cher. Donc, très sincèrement, je ne pense pas que ce soit le segment de toute façon le plus intéressant du marché, celui sur lequel la réglementation sera la plus efficace. Et il existera toujours ce type de logement parce qu'on trouvera toujours des moyens de justifier des loyers élevés. D'autant plus avec une méthode de calcul du capital investi. Logement de luxe, ça veut dire capital investi très élevé, à la limite. Et comme je vous le dis, de toute façon, on n'arrive jamais au plafond des 5% du capital investi aujourd'hui, même pour les logements de luxe. En tout cas, ça c'est pour ce qui est de ce point. Avec d'autres systèmes de fixation des loyers, ce serait peut-être très pertinent par contre de ne pas faire d'exception. Mais avec le système tel qu'il est conçu au Luxembourg, le fait qu'il y ait une exception ne me paraît pas très important. L'exception liée au logement chambre meublée, ça c'était un gros problème, en revanche. Voilà. Et puis sinon, plus fondamentalement, je pense aussi que la clé de tout ça, c'est quand même le pouvoir de négociation entre bailleurs et locataires. Et que quel que soit le système de fixation des loyers, si on se heurte toujours à cette difficulté qui est le locataire est dans une position faible, donc il a peu de chances de vouloir déposer réclamation, alors on sera toujours en difficulté. Et pour vous dire à quel point au Luxembourg, cette prise de conscience d'un intérêt collectif est récent, il existe une association de locataires au Luxembourg depuis 2020. Voilà. Avant ça, il n'existait pas d'association de locataires. Et donc, ceux qui faisaient le travail, c'était en fait l'union des consommateurs luxembourgeois, qui, dans leurs attributions, avaient la compétence de défendre aussi les intérêts des locataires. Voilà. Prise de conscience lente, mais prise de conscience quand même. Peut-être en Suisse, sous l'angle des exceptions à la protection contre les loyers abusifs, un des effets pervers, c'est de dire les logements pour familles nombreuses, vu que la limite de 6 pièces a été choisie. On peut avoir des logements de 6 pièces qui sont tout sauf luxueux en termes d'agencement, en termes de situation ou en termes d'équipement, mais du simple fait qu'ils atteignent un certain nombre de pièces, ils se retrouvent dans cette catégorie d'exclusion. C'est pas un phénomène qui est extrêmement courant, mais qui peut avoir son rôle aussi. Et puis je rejoins les remarques qui ont été faites pour le Luxembourg. Le système juridique, mais ça vaut dans tous les domaines, pas seulement en droit du bail, mais il est le fruit d'une histoire et puis de quels ont été les motifs d'une intervention. On est quand même en droit suisse, mais comme dans la plupart des droits continentaux, dans une logique de liberté contractuelle et puis de principe que l'équilibre entre la volonté des parties aboutit à la meilleure solution. Donc il faut une raison très valable pour que l'État vienne interférer là-dedans et puis mettre des cautèles à cette liberté contractuelle. D'un point de vue personnel, ce n'est pas nécessairement la philosophie que je défendrais pour le droit des contrats, mais là n'est pas la question. Le fait est que c'est comme ça. Et puis, en tout cas en Suisse, les mécanismes de protection contre les loyers abusifs ont été imposés par droit d'urgence, par voie exécutive, dans une situation de grave pénurie. Et donc, on a vraiment choisi à l'époque la limitation, enfin, de cibler vraiment cette intervention sur les catégories où la nécessité pouvait être démontrée. Et puis c'est ça qui s'est ancré et puis qui perdure aujourd'hui, avec effectivement des dispositions qui sont devenues pour partie un petit peu anachroniques. Mais là, je pense qu'effectivement, il y a un poids de l'histoire qui est très important sur la manière dont les systèmes se sont développés.